Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Je peux te faire marcher à nouveau, l'homme riche rit, puis un miracle se produit. Michael Langford, 54 ans, dominait le monde des affaires depuis plus de 30 ans. Il n'avait jamais connu d'échec durable. Sa montée fulgurante, des couloirs étroits d'une modeste agence immobilière de Cleveland aux plus hautes sphères de la finance mondiale, tenait presque du mythe. PDG de Langford Holdings, il était devenu un stratège redouté dans le monde des affaires. Il possédait un portefeuille immobilier tentaculaire à New York, contrôlait des hôtels de luxe à Dubaï, avait des participations influentes dans des entreprises pionnières de l'intelligence artificielle et de la biotechnologie à San Francisco et Palo Alto. Chaque année, son nom figurait dans le top 50 du magazine Forbes, accompagné d'un portrait impeccable, costume sur mesure, montre suisse rare, sourire en coin. On l'appelait le « roi de la reprise », car il savait identifier une entreprise moribonde, l'acheter à prix dérisoire, la restructurer brutalement, puis la revendre à 10 fois sa valeur. Mais derrière cette façade d'acier et de verre, une vérité plus tragique demeurait. Michael Langford ne marchait plus. 10 ans auparavant, une soirée de gala avait tourné au cauchemar. Alors qu'il rentrait en limousine, seul, sur une autoroute détrempée du New Jersey, un camion avait percuté son véhicule de plein fouet. Le choc fut brutal. Le chauffeur décéda sur le coup. Michael, quant à lui, passa plusieurs jours dans le coma. À son réveil, les médecins furent clairs. Section complète de la moelle épinière. Paralysie irréversible des membres inférieurs. Depuis ce jour, son univers avait changé. Ce n'était pas la perte de pouvoir qui l'avait bouleversé, il avait conservé son influence, mais la perte de contrôle sur son propre corps. Il s'était entouré des meilleurs. Des fauteuils roulants électriques dernier cri, pilotés par micro-impulsions musculaires. Des rampes intégrées à ses propriétés à Los Angeles, Miami, Tokyo. Un ascenseur privé dans son penthouse new-yorkais. Des infirmiers discrets, des coachs santé, un chef personnel capable de gérer chaque variation de sa condition physique. Mais rien ne pouvait remplacer le sentiment simple de se lever le matin et poser les pieds sur le sol. Le soir, il restait seul dans l'immense salon vitré de son appartement de Central Park West. Il observait les lumières de la ville qui vibraient sous lui comme des constellations terrestres, et fixait ses jambes immobiles, recouvertes d'un plaid. Parfois, il leur parlait. Pas comme on parle à soi-même, mais comme à un adversaire invisible. Alors ? Toujours morte, hein ? Toujours en grève ? Ces mots étaient empreints d'une ironie acide, mais ses yeux, eux, trahissaient autre chose. Une douleur enfouie. Une rage contenue. Il avait tout essayé. Absolument tout. Les neurologues de Zurich. Les spécialistes de Tel Aviv. Les génies médicaux de Tokyo. On l'avait même vu embarquer secrètement pour une clinique privée au Caire, réputée pour ses traitements à la limite de l'éthique. Exosquelette motorisé ? Inefficace, trop rigide, trop lourd. Implants neurocérébraux ? Sans résultat. Thérapie cellulaire révolutionnaire ? Espoir déçu. Chaque tentative échouée ajoutait une brique au mur invisible qui se dressait entre lui et la liberté. Il avait cessé d'y croire. Un soir d'hiver, alors qu'il rentrait tard d'une conférence privée au siège d'une grande banque à Midtown, Michael roula silencieusement jusqu'à la porte de son appartement. Sa gouvernante était déjà couchée. Tout était calme. En glissant la clé dans la serrure, il aperçut une enveloppe beige glissée sous la porte. Elle était posée là, sobre, sans cachet, sans logo. Il la ramassa par automatisme, croyant à un courrier urgent oublié. Mais il n'y avait qu'un seul mot écrit à la main, au feutre noir, d'une écriture ronde et presque enfantine. « Je peux te faire marcher à nouveau. » Michael resta un moment figé. Son cœur accéléra légèrement. Puis il laissa échapper un ricanement. Encore un illuminé. Un faux prophète. Un farceur, peut-être même un ancien employé qui voulait se venger en le faisant espérer pour rien. Il froissa l'enveloppe d'un geste sec et la jeta dans la corbeille de l'entrée. Mais une heure plus tard, dans le silence de son salon, alors que la ville s'était assoupie et que lui-même n'arrivait pas à trouver le sommeil,
il retourna à la corbeille. Il sortit l'enveloppe froissée, lissa doucement le papier. Et murmura, presque malgré lui. « Qui êtes-vous » 2 jours plus tard, alors que Michael venait de finir une longue réunion virtuelle avec ses équipes à Londres et Tokyo, la gouvernante frappa doucement à la porte de son bureau. « Monsieur Langford, un visiteur vous attend. » Il dit s'appeler Elia Brox. Michael fronça les sourcils. « Il a un rendez-vous » ? « Non, monsieur. Aucun dossier. Il insiste pour vous voir personnellement. » Un éclat d'agacement traversa son regard. Il avait vu défiler tellement d'intervenants, d'experts, et surtout d'illuminés, depuis son accident. Il soupira profondément. « Très bien, faites-le entrer. » La porte s'ouvrit lentement. Elia entra, calme, presque discret. Il avait la peau d'un brun profond, légèrement tanné par le soleil. Sa barbe poivre et sel lui donnaient une allure à la fois sage et intemporelle. Son regard, d'un bleu clair étonnamment apaisant, ne fuyait pas le sien, mais ne cherchait pas non plus à le défier. Il portait une simple veste en laine grise, usée par le temps, qui contrastait avec l'élégance froide du bureau. « Monsieur Langford, dit-il d'une voix douce, presque chantante, je suis venu pour vous aider. » Michael se renfrogna et croisa les bras. « Aider ? J'ai vu une centaine de médecins, de prêtres, de scientifiques. Qui êtes-vous exactement ? Et que voulez-vous ? » Elia s'assit calmement, ses mains reposant doucement sur ses genoux. « Je suis celui qui a reçu une instruction. Je ne suis pas médecin, ni prêtre. Je ne cherche pas la célébrité. Je suis simplement un canal. » Michael ricana, un rire dur, amer, qui résonna dans la pièce silencieuse. « Un canal ? Vraiment ? Vous allez venir ici, dans mon bureau, me toucher les jambes et me guérir ? Savez-vous ce que les IRM disent ? Un vide total. Une déconnexion complète entre mon cerveau et mes jambes. Même Dieu ne peut rien y faire. » Le regard d'Elia ne changea pas. Pas un frémissement. « Vous avez le droit de ne pas croire. Le miracle n'a jamais eu besoin de votre permission, monsieur Langford. » Michael avait entendu assez. Son regard s'était durci, et sa main s'était dirigée vers le bouton discret de sécurité intégré à l'accoudoir de son fauteuil. Une simple pression, et 2 agents entreraient pour escorter ce mystérieux visiteur vers la sortie. Mais avant qu'il n'appuie, Elia s'agenouilla lentement devant lui, dans un geste empreint d'humilité mais aussi d'une gravité presque sacrée. Michael le fixa, interdit. L'homme leva les yeux, puis posa ses mains ouvertes, paumes vers le haut, juste au-dessus des jambes inertes de Michael, sans les toucher. Sa voix, grave et posée, résonna dans l'espace luxueux du bureau vitré. « Si je vous touche, ce n'est pas par magie. Je ne suis ni un guérisseur de foire, ni un illusionniste. Je suis ici parce qu'on m'a dit, pose ta main. Et dis-lui de se lever. » Michael éclata d'un rire sec, nerveux, presque moqueur. Il secoua la tête, le regard dur. « Très bien, allez-y, montrez-moi ce que votre délire mystique peut produire. Je suis curieux. Amusez-moi. » Elia ne répondit pas lentement, il ferma les yeux. Et commença à prier. Ce n'était pas une prière traditionnelle. Pas un Notre Père, pas une invocation connue. Les mots étaient étranges, fluides, portés par une mélodie presque chuchotée. La langue semblait venue d'un autre temps, d'un autre lieu. Chaque syllabe vibrait doucement, comme si elle caressait l'air autour d'eux. Michael sentit une pression atmosphérique changer dans la pièce. L'air devint plus dense. Un silence étrange s'installa, presque solennel. Même le bourdonnement lointain de la ville semblait suspendu. Puis soudain, il sentit quelque chose. Une chaleur douce, comme un courant tiède, commença à se répandre dans le haut de ses cuisses. Elle descendit lentement le long de ses jambes, comme si un fluide invisible s'écoulait dans des tuyaux rouillés depuis longtemps. Il ouvrit grand les yeux. Un frisson lui parcourut l'échine. C'est impossible. Les fourmillements arrivèrent ensuite. Lent, progressif, mais réel. D'abord dans ses mollets. Puis à la base de ses pieds. Puis jusque dans ses orteils. Des picotements intenses, comme si ses nerfs, depuis des années endormis, se reconnectaient peu à peu,
réveillé par une énergie inconnue. Une sueur froide coula dans son dos. Son cœur battait à tout rompre. Elia, toujours à genoux, murmura dans un souffle. Maintenant, Michael, lève-toi. Michael resta immobile un instant. Il voulait rire. Il voulait crier que c'était absurde. Que c'était un tour de son esprit, un effet psychosomatique. Que ce n'était pas possible. Mais il sentit, ses genoux bouger. Pas tout seul. Il les bougea. Lui. Volontairement. Ses jambes lui répondaient. Haletant, tremblant, il posa ses mains sur les accoudoirs. Prit une profonde inspiration. Et poussa. Ses muscles hurlèrent. Son dos ploya. Un vertige l'envahit. Il vit les murs tourner brièvement autour de lui. Mais il se leva. Raide. Tremblant. Incertain. Mais debout. Ses pieds nus touchaient le sol. Son propre poids reposait sur ses jambes. Cela faisait 10 ans. 10 longues années. Il voulut parler, mais sa gorge était sèche. Ses mains agrippaient toujours les accoudoirs, mais ses genoux ne cédaient pas. Alors, lentement, il fit un pas. Son équilibre vacilla. Il manqua de tomber. Mais il avança. Puis un deuxième pas. Et là, ses jambes cédèrent. Il s'effondra doucement à genoux sur le tapis de laine, en larmes. Il pleurait. Pas de douleur. Pas de peur. Il pleurait comme un enfant. Les larmes coulaient librement, sans honte, sans résistance. Son corps tremblait. Mais son cœur battait plus fort que jamais. Elia posa une main sur son épaule. Aucun mot. Aucun sourire. Juste une présence douce, tranquille. Et dans le silence de ce bureau luxueux, autrefois plein d'orgueil et de scepticisme, une vérité s'imposa dans l'âme de Michael Langford. Il venait de vivre un miracle. Le lendemain, les réseaux sociaux s'enflammèrent. Michael Langford, autrefois connu comme « le titan assis » de Wall Street, avait été aperçu en train de marcher, seul, sans assistance, dans Central Park, vêtu simplement d'un sweat gris et d'un pantalon de jogging. Une adolescente avait filmé la scène, on le voyait s'arrêter près d'un chêne centenaire, fermer les yeux un instant, puis reprendre sa marche comme si rien n'avait jamais été brisé en lui. La vidéo atteignit 1 million de vues en quelques heures. CNN titra « Le miracle de Central Park, Michael Langford remarche ». Les talk-shows, les experts médicaux, les sceptiques et les croyants se déchaînèrent. Quand on demanda à Michael ce qui s'était passé, il se contenta d'un sourire discret. « Je ne suis pas encore prêt à en parler », dit-il devant un parterre de journalistes. Et il s'éclipsa, laissant derrière lui une rumeur grandissante. Mais intérieurement, Michael était secoué. Chaque soir, dans son immense manoir, il repassait la scène. Il ressentait encore les fourmillements, la chaleur, cette voix ancienne, cette prière venue d'un autre monde. Il fit alors ce que les hommes de pouvoir font quand ils n'ont plus d'explication logique, il lança une enquête. Son équipe d'investigateurs, des anciens agents du FBI, des experts en cybersécurité, des détectives privés, passa au crible les caméras de surveillance, les appels téléphoniques, les registres d'hôtels, les bases de données médicales. Aucune trace d'un certain Elia Brox. Pas de numéro de sécurité sociale. Pas de compte bancaire. Pas de dossier médical. Pas même un permis de conduire. C'est impossible, grogna l'un des enquêteurs. On dirait qu'il n'a jamais existé. Michael passa des nuits entières à se demander s'il avait rêvé. Était-ce une illusion? Un délire provoqué par le désespoir? Une hallucination? Mais alors, comment expliquait-il ce corps qui bougeait, ces jambes qui répondaient? Non. Ce n'était ni un miracle flou ni un rêve. C'était réel. Mais c'était plus. Les semaines passèrent. Michael continua à marcher. Puis il se remit à courir. À danser. Il s'essaya au yoga, au vélo, à la natation. Mais quelque chose avait changé. Ce n'était pas seulement son corps qui s'était relevé, c'était son âme. Il ne ressentait plus ce besoin viscéral de dominer, de conquérir, d'écraser ses concurrents. Les marchés, les fusions, les chiffres,
tout cela lui paraissait désormais petit, vide. Un matin, alors qu'il contemplait les toits de Manhattan depuis son penthouse, il prit une décision. Il vendit une grande partie de ses parts dans le groupe Langford International. Il se retira du conseil d'administration. Et il lança la Langford Foundation, une organisation à but non lucratif dédiée aux soins de santé, à la réhabilitation des accidentés, à l'éducation dans les quartiers défavorisés, et à la recherche sur la moelle épinière. Des dizaines de centres de rééducation virent le jour à travers le pays. Il finança des cliniques mobiles, des bourses pour jeunes issus de ghettos, des centres de réinsertion pour les anciens détenus. La presse le salua comme un nouvel homme. Mais Michael ne faisait pas cela pour redorer son image. Il voulait comprendre. Il voulait rendre. Un jour, alors qu'il visitait le Bronx pour envisager la rénovation d'une vieille église abandonnée, une bâtisse gothique couverte de lierre et oubliée de tout, une femme âgée l'interpella. Elle balayait les marches de l'église avec un balai usé. Elle leva les yeux, fixa Michael longuement, puis dit d'une voix douce, presque chantante. « Vous avez été touché par Elia, n'est-ce pas ?» Michael s'arrêta net. « Vous le connaissez ?»« Non. Mais je l'ai vu, moi aussi, il y a longtemps, » murmura-t-elle. Elle s'approcha lentement et posa une main sur sa poitrine. « Il vient toujours quand on a tout perdu. Il ne reste jamais. Mais il laisse une trace. Pas sur le corps. Sur l'âme. » Michael sentit un frisson le parcourir. Il voulut en savoir plus, mais la femme détourna les yeux. « Ce n'est pas à moi de vous le dire. C'est à vous, de vivre ce que vous avez reçu. » Et elle retourna à son balai, comme si elle n'avait rien dit d'extraordinaire. Ce soir-là, Michael monta sur les marches de l'hôtel abandonné, sous les vitraux brisés, et s'agenouilla seul. Il n'avait jamais été un homme de foi. Mais ce soir-là, il pria. Pas pour obtenir, mais pour remercier. Et alors qu'il se relevait, il entendit une voix au fond de son cœur. Une voix calme, ancienne, familière. Tu marches désormais. Alors, marche pour les autres. 10 ans plus tard, Michael Langford n'était plus cet homme d'affaires implacable et solitaire. Sa silhouette autrefois connue dans les cercles de Wall Street était désormais aperçue dans des lieux bien différents, des dispensaires en Afrique, des orphelinats en Amérique latine, des monastères perdus dans les montagnes d'Asie. Il n'avait gardé que peu de choses de son ancienne vie, si ce n'est son nom, qu'il mettait désormais au service des autres. Ce jour-là, il se trouvait dans un village reculé du Montana, niché entre des collines couvertes de pins. Il visitait un centre modeste mais chaleureux pour enfants en situation de handicap. L'air était pur, et les montagnes alentours semblaient veiller en silence. Alors qu'il discutait avec les éducateurs, un petit garçon roux, à peine 8 ans, s'approcha de lui, en traînant légèrement la jambe gauche. Son regard pétillait malgré la béquille qui l'aidait à marcher. « Monsieur, est-ce que vous avez été paralysé comme moi, avant ?» Michael se figea un instant. Puis il s'accroupit lentement pour être à hauteur d'enfant. Son visage était marqué par les années, mais ses yeux brillaient d'une bienveillance nouvelle. « Oui, très longtemps, » murmura-t-il. 10 ans sans pouvoir me lever. 10 ans sans sentir mes jambes. Le garçon le regarda, fasciné. « Et, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez eu une opération ?» Michael sourit faiblement. « Non. Quelqu'un m'a touché. Pas un médecin, pas un scientifique. Un homme, étrange. Il m'a dit une seule chose, lève-toi. » L'enfant sembla réfléchir. Puis il hocha la tête vivement. « Moi aussi. Moi aussi quelqu'un m'a aidé. Il m'a pris la main dans la nuit. Je croyais rêver. Il a dit, tes jambes seront fortes comme des rochers. Et tu courras un jour plus vite que le vent. » Michael sentit son cœur rater un battement. Il posa doucement la main sur l'épaule du garçon, le regard soudain brûlant. « Comment, s'appelait-il ? Tu as entendu son nom ? » L'enfant sourit. « Oui. Elia. » Michael ferma lentement les yeux. Une brise légère passa, caressant son visage comme une main invisible. Les feuilles des pins frémirent doucement, comme en réponse à une présence immatérielle. Quand il rouvrit les yeux, il regarda l'enfant avec une tendresse infinie.
Elia ne guérit pas que les jambes, murmura-t-il. Il guérit aussi ce qu'on cache dans le cœur. Le garçon prit sa main. Tu crois qu'on peut le revoir, un jour? Michael fixa le ciel d'un bleu pur. Je ne sais pas, dit-il dans un souffle. Mais je sais qu'il n'est jamais loin de ceux qui espèrent encore. Ceux qui ont tout perdu, mais qui n'ont pas cessé d'aimer. Et à cet instant précis, Michael sut que son chemin n'était pas terminé. Car là où Elia avait marché, lui aussi devait continuer. Non pas pour comprendre, mais pour transmettre. Pour être, à son tour, un signe vivant que la lumière revient toujours, même quand on ne l'attend plus.